Il est 19h, Yarana, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. 100 personnels soignants viendront prêter main forte aux équipes polynésiennes. C'est l'information du jour. Et dans l'actualité aussi de ce lundi, ils ont assisté impuissants au boom de faim. La dynamite a fait exploser les rochers de Tahuareva malgré l'opposition d'une partie de la population. Dans une interview exclusive, le haut-commissaire de la République confie que les restrictions pourraient être durcies dans les jours à venir face à une épidémie qui ne faiblit pas. Les renforts sanitaires sont donc les bienvenus dans des structures aujourd'hui sursaturées. C'est ce que nous explique Lucille Guichet-Tirao dans ce journal. Faute de pouvoir pousser les murs, un poste médical avancé est en place à l'hôpital de Ayatea. Il accueillera les patients qui ne nécessitent pas une lourde prise en charge. On fera le point avec Inacio Raveino et son invité, le maire de Uturoa, Matei Broderson. Les professionnels du tourisme appellent à la solidarité nationale. Les déficits s'accumulent, le bout du tunnel est encore loin et l'avenir très incertain face à un manque de moyens significatifs pour affronter la crise. Et enfin, nous irons à la rencontre de Michel Bourrez, le surfeur tahitien de retour au pays, se prépare tant bien que mal pour les futures compétitions. Après s'être incliné en quart de finale aux Jeux Olympiques, il vise l'US Open en septembre. Mais avant d'aborder l'actualité liée à la crise sanitaire, cet événement d'abord qui marquera les mémoires des habitants de Tautira, notamment les 3 rochers de la montagne Tahuareva ont été dynamités ce lundi 30 août. Les défenseurs du site se sont battus jusqu'au bout pour tenter de changer le cours de l'histoire, mais en vain. Ce qui est considéré comme un patrimoine culturel est littéralement parti en fumée. Le reportage de Nicolas Suire, Rohan Potorou et Marcel Bono. Filmés par un amateur, les 3 rochers du site de Tahuareva sont partis en fumée. Le dynamitage a eu lieu ce matin. Plusieurs dizaines de riverains et manifestants sont sous le choc. Leur site culturel a disparu et ils le vivent comme un deuil. Vous ne vous rendez pas compte. C'est grave ce que vous avez fait, ce qu'ils ont fait. Laissez-nous du temps, on a besoin. Là en plus, il faut qu'on se réunisse, qu'on parte. Dépôt de couronnes de fleurs sur la route, puisque l'accès est interdit, suivi de longs moments de recueillement. Avant l'explosion, certains pensaient encore pouvoir empêcher l'irréparable. Si on vous trace, défigurer votre figure, est-ce que vous allez être content? Est-ce que vous allez avoir mal au cœur? Nous, si. C'est ici la porte de Tautira, où il y a tout le mana. Dès que tu arrives ici, tu sens l'énergie, le mana, sur tout Tautira ainsi qu'à côté Paris. Et de savoir qu'on va dynamiter cette montagne, ça fait vraiment mal. D'autres riverains se disent soulagés après le dynamitage. Moi, je suis pour qu'on enlève ces rochers-là, parce que comme on emprunte la route tous les jours, donc pour nous, on a peur. À chaque fois qu'on passe, on regarde en haut. Pour l'association mobilisée contre le dynamitage, un site culturel unique vient d'être détruit. Sa perte est inestimable. On a trouvé toutes les relations avec les cultures polynésiennes. Et ça fait vraiment bizarre de voir ça. On voit des choses majestueuses. C'est vraiment tout pouna, quoi. Il faudra environ une journée aux engins du service de l'équipement pour nettoyer les gravats qui encombrent la voie. Et certainement beaucoup plus de temps aux membres de l'association pour faire leur deuil. La situation sanitaire du territoire à présent. La Polynésie franchit la barre symbolique des 400 victimes de la pandémie. 423 Polynésiens exactement n'ont pas survécu au virus, 38 ces dernières 72 heures. Le nombre d'hospitalisés non plus ne fléchit pas. 426 patients sont pris en charge dans les hôpitaux. La couverture vaccinale, elle, augmente tous les jours. Plus de 39% des habitants sont entièrement vaccinés. Et alors
alors que certains élus tentent de tirer la couverture à eux, sans vergogne en pleine crise sanitaire, il y a cette annonce concrète qui donne de l'espoir et qui est une promesse de soulagement pour le personnel soignant de la Polynésie. Jeudi, une centaine de renforts médicaux arriveront enfin après une multitude d'appels à l'aide lancés ces derniers jours. Brigitte Olivier, Jérôme Lee. Aujourd'hui, 30 août, on décompte 423 décès en Polynésie liés au Covid. Un chiffre stupéfiant qui laisse même les politiques sans voix. Par médias interposés, les soignants ont lancé des appels à l'aide, débordés par l'afflux de malades et la gravité des symptômes. Mais enfin, une lueur d'espoir pour ces personnels à bout, la France envoie des moyens. Nous allons avoir des renforts supplémentaires qui vont arriver. C'est certainement à ce stade une centaine de personnes, de personnels soignants, qui vont arriver jeudi. Donc on ne peut pas dire que l'État, que la métropole se désintéresse de la situation en Polynésie française. Loin de là, on l'a vu depuis le début de la crise. La question s'est posée. La France, malgré les assurances du président Macron, a-t-elle tardé pour une histoire de compétences ? La santé relève de la compétence du pays, mais l'État intervient en soutien pour la santé, en apportant des renforts, en apportant des vaccins. Sur l'aide aux entreprises, ce n'est pas de la compétence de l'État non plus. Mais au titre de la solidarité, il y a le fonds de solidarité pour les entreprises. C'est 23 milliards de francs ce matin qui ont été versés depuis le début de la crise. Donc on ne peut pas dire que l'État n'est pas là. Nous sommes en période de crise. C'est ça la solidarité nationale, c'est ça la République. De bonnes nouvelles donc et une mise au point de l'État afin de lever les doutes qui s'étaient emparés des Polynésiens. Des Polynésiens et du personnel soignant, surtout, qui n'avaient de cesse d'interpeller les autorités sur l'absolue nécessité d'être aidés. À Lucille Guichet-Tirao, les renforts vont arriver. Comment vont-ils être dispatchés ? Eh bien, ce sera en fonction des besoins des hôpitaux et ils sont importants. Regardez cette carte des hôpitaux saturés de Tahiti, Moorea et Raiatea. Les marquises restent relativement épargnées. À Tahiti, l'hôpital du Taoné a multiplié par 3,5 ses lits de réanimation. C'est le seul service de réanimation en Polynésie. Elle a multiplié ses capacités d'oxygène par 10. Ils sont au maximum. À l'hôpital de Travos, c'est le même nombre de lits, mais avec des lits dédiés Covid 100% occupés. Les besoins en oxygène, les capacités en oxygène ont été multipliées par 9. À l'hôpital de Moorea, le nombre de lits a été plus que doublé avec des patients installés dans des bureaux sous des tentes et les capacités en oxygène ont plus que triplé. Enfin, à Raiatea, le nombre de lits a été multiplié par 1,1 avec de la réanimation sans réanimation et les capacités en oxygène ont plus que doublé. Alors, vous les avez entendus, ces médecins, puisque tout ça, évidemment, ça évolue selon les jours, ça fluctue énormément, mais ça fait 3 semaines que les médecins tirent la sonnette d'alarme. On ne tiendra pas seul. Il faut du personnel et il faut du matériel, avec notamment des unités mobiles de réanimation, car les hospitalisations en réanimation, ça dure longtemps, 1 mois et demi. Il y a eu des patients atteints de Covid-19 l'année dernière qui sont restés 3 mois. Et puis, il y a les autres pathologies, il y a les accidents, évidemment. Alors, combien de temps cette vague Delta va-t-elle durer ? Les modèles épidémiologiques n'ont pas de réponse précise. Vous la voyez ici, cette deuxième vague Delta qui monte. La question aujourd'hui, c'est jusqu'où va-t-elle monter ? Combien de temps va durer le plateau avec peut-être des petits pics s'il y a par exemple des clusters familiaux et ensuite une descente qui va être progressive. Les hôpitaux risquent donc de rester saturés un moment, Ayata. Et la crise dure justement, Lucille, depuis plus d'1 mois. Brigitte l'évoquait dans son reportage. Cela a semé le doute. Alors dites-nous pourquoi c'est si long. Alors, on va comparer justement avec les Antilles qui ont reçu plus de 900 soignants depuis le début de ce mois d'août. La situation est critique dans ce département, ils en ont besoin. En Polynésie, l'hôpital du Taoné a besoin de 200 soignants. Pour le moment, ils en ont reçu 39. Avec la centaine qui va arriver cette semaine en renfort également. Alors évidemment, il y a 2 fois plus d'habitants en Guadeloupe et en Martinique qu'en Polynésie. Et puis la dégradation sanitaire a commencé légèrement avant la Polynésie, 1 semaine avant la Polynésie. Quoi qu'il en soit, nous sommes en état d'urgence sanitaire. C'est bien une compétence de l'État. Le tribunal administratif l'a confirmé il y a quelques semaines.
En attendant, on va écouter ce verbatim du responsable de l'hôpital de Moréa, le docteur Philippe Biarrez, qui avertit « Prenez soin de votre santé ». Ça veut dire maintenir les gestes barrières, limiter au maximum les contacts avec les personnes les plus fragiles et continuer le suivi des longues maladies pour éviter les complications dans les mois à venir. Et évidemment, restez prudents sur les routes, faites attention à vous pour aider les soignants et pour soutenir les hôpitaux. C'est effectivement un conseil à prendre au pied de la lettre. Merci beaucoup, Lucille Guichet-Tirao, pour toutes ces explications. Au Raromatei, on le sait, le variant Delta fait des ravages. Les 23 lits du seul hôpital de l'archipel sont occupés. 20 lits supplémentaires viennent d'être installés sous un chapiteau à l'extérieur de l'établissement. Un poste médical avancé pour prendre en charge les patients supplémentaires. Sur place, nos envoyés spéciaux Inacio Rabeino et Patita Savea. Ces 200 mètres carrés sont destinés aux malades qui n'ont pas besoin de suivi particulier et qui donc feront les frais de la situation de l'hôpital d'Outuroa. Au-delà du fait que seul un peu plus de 30% de la population de l'île est vaccinée, malgré le coup d'accélérateur des autorités pour y remédier, un spectacle qui se déroule donc juste sous les yeux des restaurateurs installés juste en face, le constat est plutôt amer. C'est triste à voir, quoi. Bon, on a vu peu à peu les choses se dégrader jusqu'au moment où on nous a mis un chapiteau dans la cour de l'hôpital et bon, là on a vu que c'était vraiment grave. En plus, bon, on est situé à un endroit où tous les Evasan de Taha arrivent, donc on voit arriver malheureusement des décès, on voit des malades. Enfin, il y a beaucoup de mouvements avec tous les malades. Dans cette ambulance, un patient originaire de Tapu-Tapu-Atea. S'il passe par ce centre, c'est qu'il n'y a pas d'urgence. C'est d'ailleurs le deuxième du genre à Outuroa. Au pic de l'épidémie, il y avait 13 personnes sous respirateur. Désormais, ils ne sont plus que 5. Par contre, ils viennent de tout l'archipel. Elle est dédiée à ceux qui viennent d'urgence sur Raiatea, parce qu'il y a aussi des patients des autres îles comme Taha, Bora et Huahine qui ont besoin d'oxygène. Donc il y a une salle où nous avons 20 places au cas où ils en ont besoin. Et une autre salle où il y a aussi 23 places, mais pour ceux qui n'ont pas besoin d'oxygène. Pour y faire face, la commune a installé un total de 43 lits, dont plus de la moitié sont destinés aux patients qui ne nécessitent pas de prise en charge particulière, des centres qui ont vu le nombre de leurs patients baisser depuis le confinement. Et sur le front, depuis la reprise épidémique, les maires qui tentent de trouver les meilleures solutions pour protéger leurs habitants. Nous allons à Raiatea tout de suite rejoindre Inacio Rabeino et le Tavana de Outuroa, Matei Broderson. Inacio Yorana, il semblerait que des mesures sanitaires ont été prises pour essayer d'améliorer la situation sanitaire sur place. Oui, Yorana et Ata, mais juste avant de parler des mesures sanitaires, on va vous parler du centre donc, dans lequel nous avons élu domicile le temps de ce direct. Donc, on va d'abord poser la question à Matei Broderson, maire de Outuroa, Tavana Yorana. Tavana, est-ce que c'est pas assez un peu lourd comme investissement pour la commune, 2 centres comme celui-ci à Outuroa? Bien sûr, c'est très lourd, mais dans ces temps difficiles, il ne faut pas compter. Il ne faut pas compter, on met tout en place pour que les patients puissent être à l'aise malgré leurs difficultés. Des patients qui sont originaires de tout l'archipel? Tous les îles sous le vent. On ne fait pas de distinction. C'est l'hôpital avec Dr Billy qui s'occupe du dispatchement des malades. En termes donc justement de moyens pour endiguer un peu l'épidémie Covid-19, qu'est-ce qui a été décidé ici à Outuroa et par extension aux îles sous le vent? D'abord, au début du confinement, on a vu qu'il y avait un relâchement de la population. Donc, avec tous les maires des îles sous le vent, on a décidé de serrer un peu la vis. Et ça a porté ses fruits parce qu'au début de la pandémie, on était à 570 cas. Là, on commence à descendre à 340. Et je demande encore à la population de faire un effort. Si vous n'avez rien à faire en ville ou ailleurs, restez à la maison parce que vous voyez très bien les difficultés des médecins, des maires et de toute la Polynésie face à cette pandémie. Serrer un peu la vis, concrètement, ça veut dire quoi?
Au début, il n'y avait pas de gendarmes pour vérifier les attestations, et puis on a vite fait de régler ça, parce que c'était comme si c'était la rentrée scolaire. Tout le monde venait en ville, tout le monde fait ses courses comme d'habitude, alors qu'on est en crise, quoi. Il était justement question de mesures plus restrictives. Est-ce que celles-ci sont toujours en cours? Est-ce que vous y pensez encore de serrer un peu plus encore la vis, pour reprendre l'expression? Pour l'instant, on est en attente, mais vu que les chiffres baissent, certainement que nous allons rester sur ce qui se passe en ce moment, ou peut-être une prolongation. On attend les décisions. Merci beaucoup, Mathieu Broderson, d'avoir accepté notre invitation. Voilà, Yata, donc ce que l'on peut dire depuis Outouroi, ce que l'on peut montrer, c'est l'implication justement de toutes les autorités et du pays et de la commune dans la gestion de cette crise Covid 2.0, on va l'appeler comme ça. Merci beaucoup, Finacio Ravino, pour toutes ces informations en direct depuis Raiatea. Et puis, ce matin, au cours d'une interview exclusive, le haut-commissaire a également évoqué la possibilité de la prolongation du confinement. Dominique Sorin s'exprime en toute franchise sur la gravité de cette épidémie qui touche le pays. Il répond à Brigitte Olivier Jérôme. La situation est très grave, très très grave. Je crois qu'il faut être lucide sur la situation. Le nombre de décès, les familles sont affectées, les personnes hospitalisées, l'hôpital de Tahiti saturé, les hôpitaux périphériques saturés. Nous sommes dans une situation très très grave. C'est très difficile. On en parle tous les jours. Savoir est-ce qu'il y a des modèles qui ont été fournis. L'OMS a fourni des modèles qui laissaient entendre qu'on pouvait être au pic de l'épidémie à la fin du mois d'août. C'est très difficile. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'hôpital est saturé. On a encore des hospitalisations. Tous les jours, c'est une dizaine de personnes hospitalisées en plus, mais il y a encore beaucoup de décès. Il y a encore beaucoup de cas qui sont détectés, notamment aux îles sous le vent aussi. C'est une source de préoccupation. On a mis en place aussi des mesures strictes aux îles sous le vent. J'ai d'ailleurs donné des consignes très strictes aux forces de gendarmerie sur les contrôles. J'en profite pour le dire. Donc c'est très difficile de dire que nous avons atteint le pic. Je crains malheureusement que la situation dégradée que nous connaissons, cela va encore durer. Combien de temps, je ne sais pas aujourd'hui. Je suis obligé aussi de lancer cet appel, même si malheureusement c'est aussi un peu tard, parce qu'il aurait fallu avoir plus de vaccination avant. Mais la solution, c'est la vaccination. C'est bien sûr, ça n'empêche pas d'attraper la maladie, mais ça limite les effets quand même sur la santé des personnes. Que la vie continue, que la vie... il faut que les agents de la CPS puissent payer les allocations, puissent payer les indemnités, il faut que les assurances puissent travailler, il faut que les banques puissent travailler, il faut que les transporteurs puissent travailler. Je crois qu'on est allé assez loin. Mais aujourd'hui, le réalisme doit nous conduire à dire que nous serons certainement obligés encore de maintenir des mesures fortes de restriction prochainement. Et la crise Covid a exacerbé les tensions sur les réseaux sociaux. Depuis plus d'un an, les journalistes subissent les diatribes les plus violentes qui soient de la part des antivax, des complotistes ou des croisés de la médecine douce, sans aucune modération. Nos confrères de TNTV et de la presse écrite en Polynésie ont rédigé un texte pour que cessent les insultes, voire les intimidations. Nous nous y associons bien volontiers car il s'agit de défendre notre droit, celui d'informer. Je citerai 4 phrases de cet appel à la raison. Il ne se passe plus un jour sans que des journalistes ne reçoivent des menaces. Une précision sur nos métiers. Notre travail, c'est de relayer des informations vérifiées, scientifiquement étayées. La 3e souligne des attaques à nos vies privées. Il est inacceptable qu'une internaute fouille dans le profil privé d'une journaliste pour la décrédibiliser. Et enfin, les injures et les menaces sont punies par la loi et les plus graves seront poursuivis en justice. Ce courrier a été largement diffusé afin d'inciter les internautes les plus rageux à plus de modération envers notre profession. Pour clore ce chapitre, Damas Tewira sera l'invité café de la matinale radio demain matin. Le maire de Mahina fera le point sur la situation sanitaire dans sa commune.
14 300 touristes seulement ont séjourné au Fénois au mois de juillet. Le mois d'août devrait sans doute afficher des chiffres tout aussi désastreux qui ont des conséquences sur le secteur touristique à près de 70 millions de francs. Ce sont les pertes financières estimées pour les 3 prochains mois. Alors, jeûner, c'est bien, mais on en attend plus, dit Mélinda Baudin, la présidente de la Fédération des entrepreneurs indépendants de Polynésie. Le reportage de Caroline Farrier, Juan Potoro. Des paquebots à l'arrêt, aucun touriste à l'horizon. Le confinement se fait sentir pour tous les acteurs du tourisme polynésien. Les annulations de réservations pleuvent, notamment dans la petite hôtellerie dont le bilan financier s'annonce déjà alarmant. On a fait le point avec la petite équipe du bureau et nous sommes arrivés à déjà un premier bilan, manque de pratiquement 70 millions sur septembre, octobre et novembre. Dans sa pension à Taha, Théodore et ses 3 employés accueillent une vingtaine de clients par jour, mais la semaine prochaine, tout s'arrête. Les gens des pensions, des hôtels de Raiatea, ils font le tour de Taha et s'arrêtent chez moi pour manger. Là, il n'y a plus. On a toujours les aides du pays et de l'État, mais ils ont baissé le quota. C'est-à-dire, avant, c'était 50% de pertes. Maintenant, c'est 10% de pertes. Donc, c'est pas assez. Difficile de subsister dans ce contexte, alors si, comme le préconise le président du pays, il faut s'en remettre à l'au-delà, les professionnels du secteur, croyants ou pas, espèrent des mesures plus concrètes. Jeûner, prier, bien sûr que nous le faisons tous les jours, mais la sortie de la crise, je crois qu'il y a ça, mais il y a aussi autre chose. Aujourd'hui, on est comme cet Thomas, il faut toucher. Hein. Mais moi, j'en appelle plus à la France, à notre gouvernement en France. Et je rejoins ce qu'a dit le maire de Mopiti. Quand on est en guerre, la France envoie des soldats, du matériel, des engins, pour justement montrer que la France aussi est une nation. Et bien là, Monsieur le Président, on est en guerre. La Fédération générale des entrepreneurs, forte de 12 000 prestataires indépendants, tous secteurs confondus, en appelle aujourd'hui à la solidarité nationale. En attendant, une aide fiscale est accordée à la société Pierre-Line pour la rénovation et la réhabilitation de l'ancien hôtel Princineuil. Coût total de l'investissement, 833 millions de francs. Un agrément qui permettra la création de 18 emplois. L'ouverture est prévue pour fin 2022. La CPS et les médecins libéraux tentent de s'accorder après leurs invectives lancées la semaine dernière par courrier interposé. Une rencontre se tient depuis 17h. À 7h, rien de nouveau. Mais derrière cet échange de mots vifs, il y a un sujet de fond, celui des conventions individuelles, qui est la source du problème, selon l'Ordre des médecins. Maruki Duri, Hiro Terurutua. C'est un geste, à première vue, anodin, mais qui est lourd de conséquences pour la Caisse de prévoyance sociale. Ces derniers jours, l'organisme a tiré la sonnette d'alarme sur les arrêts maladie. 3700 arrêts pour la seule journée du 18 août. Dans la foulée, le médecin-chef du contrôle médical adresse le 20 août un courrier à tous les médecins libéraux et évoque des prescriptions non justifiées et préjudiciables à la CPS. Le contrôle médical pointe du doigt le prescripteur et surtout généralise. C'est le coup de colère du côté des médecins libéraux. Pour moi, seul le médecin, avec son patient à son chevet, est à même de déterminer s'il a besoin ou non d'un arrêt de travail après un examen, après une expertise. Donc pour moi, seul le médecin peut juger de ça et personne d'autre peut juger inopportun cet arrêt, à part un contrôle médical. Ensuite, je dirais simplement que le moment était très très malvenu, en pleine crise, de porter l'opprobre sur un peu toute la profession médicale. Un courrier viendra, on est en train de le rédiger à tête froide, mais il y aura une réponse. Mais aujourd'hui, à quelques heures d'une réunion avec la Caisse de prévoyance sociale, le président du syndicat des médecins libéraux n'a pas voulu s'exprimer. Une réponse a été envoyée en interne à la CPS. Personne ne rajoute de l'huile sur le feu. Les médecins rappellent simplement que généraliser et stigmatiser toute une profession, alors que le système des conventions individuelles dépend de la CPS, c'est un peu abusé. La convention collective existerait aujourd'hui, la CPS se serait adressée au président du syndicat en disant voilà, on a des problèmes avec les arrêts de travail, ils auraient réglé le problème, le docteur Bondou aurait contacté éventuellement les médecins concernés et ça serait fait en bonne entente. Là, comme il n'y a pas, ils attaquent en convention, comme il n'y a que des conventions individuelles, ils attaquent tous les médecins en même temps
Et ils ont démontré ce qu'on a toujours dit, la convention individuelle permet les abus de pouvoir. La CPS rencontre les médecins depuis 17 heures aujourd'hui pour apaiser les choses ou pas sur la question des arrêts maladie. Et une autre réunion avec la CPS, mais cette fois sur la convention collective des médecins libéraux, aura lieu le 3 septembre prochain. La Marine nationale a procédé à la dépollution du palangrier chinois échoué à Anuanurunga. 2600 litres d'huile et 10 mètres cubes de déchets ont été retirés du navire. Quant à l'épave Shen Gongshun à Arutua, une prise d'image par drone embarqué a permis d'inspecter la coque. Selon le communiqué, puisqu'aucune pollution n'a été détectée, il n'a donc pas été nécessaire de déployer du matériel de dépollution. Après sa belle performance aux Jeux Olympiques de Tokyo, où il s'était incliné en quart de finale face à Gabriel Medina, Michel Bourrez est de retour au Fénois pour un mois de vacances. Il doit maintenir un niveau d'entraînement minimum pour se hisser au plus haut niveau du surf mondial. Le confinement est loin d'être la situation idéale pour lui, mais s'en accommode. Nicolas Suir, Théophane Teritois et Marcel Bonneau l'ont rencontré. Heureux d'être de retour au Fénois. Voilà un an que Michel Bourrez n'était pas revenu sur le territoire. En plein confinement, le surfeur est en vacances. Un repos bien mérité après ses performances aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il s'était incliné en quart de finale face à Gabriel Medina, leader mondial du Tour. Depuis, les compétitions sont arrêtées, mais un athlète de haut niveau au repos n'exclut pas un entraînement minimum. Il profite de pouvoir surfer à Papara, un passe-droit légitime dans un confinement qu'il comprend. En tant qu'habitant, je pense que c'était la meilleure chose à faire, vu tout ce qui se passe autour avec le Covid et voilà, les restrictions sanitaires, etc. Ça n'a pas forcément... Enfin, on voit ce qui se passe autour, quoi, donc c'est assez compliqué. Mais en tant qu'athlète, c'est sûr que j'aurais bien voulu pouvoir faire ce que je veux, de bouger un peu à gauche, à droite et pouvoir être un peu plus libre. Mais bon, c'est comme ça, c'est pareil pour tout le monde. Au moins, je peux surfer, c'est le plus important. Pour conserver une condition physique et des aptitudes d'athlète, il faut entretenir le corps et ses sensations. Tout ne se fait pas sur l'eau. La plupart du temps, c'est juste du surf. Hein. Je vais à l'eau, j'essaie de surfer 2 heures minimum par jour. Et si je suis en forme, en revenant ici, je m'entraîne sur place à la maison dans mon garage. Ou sinon, pendant le confinement, mais s'il n'y a pas le confinement, on va s'entraîner un peu chez les amis. L'année n'a pas été bonne pour Michel. Il s'est blessé et a raté une compétition importante. Il se retrouve classé 28e mondial. Il va lui falloir redoubler d'efforts pour revenir parmi l'élite du surf. Prochaine étape du Spartan, l'US Open, le 20 septembre. Le rendez-vous est pris. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. L'information principale de ce journal, alors que le pays franchit la barre symbolique des 400 morts du Covid, 100 personnels de santé arriveront jeudi en Polynésie. Enfin, après plusieurs appels lancés la semaine dernière, à l'hôpital de Taouné, par exemple, réclame 200 soignants. Et dans une interview exclusive, le haut-commissaire qui qualifie la situation de très grave a confié que les restrictions sanitaires pourraient être durcies et prolongées. Vos quotidiens titrent demain sur la montagne de Tahuariva pour la dépêche et sur les renforts sanitaires pour Tahiti Info. Le programme de votre soirée sur la première, 2 épisodes de la série Disparition inquiétante, puis à 21h, vous pourrez suivre les Jeux paralympiques. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Retour des informations demain matin en radio avec Ibrahim Ahmedadi et Carlos Natoua. Prenez soin de vous et surtout, protégez-vous. Très belle nuit et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.